Bonjour à tous ou bonsoir à tous, hein, parce que l'horaire n'est pas le même selon le pays où l'on nous suit. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre des après-midi de la tech, qui est une série de panels que nous avons lancés il y a aujourd'hui plus de 8 mois, presque 9 mois, sinon plus, pour échanger sur des problématiques assez importantes qui regardent l'actualité du digital ici comme ailleurs, hein, parce que on sait que ici comme ailleurs, c'est souvent la même actualité, on s'inscrit souvent dans les mêmes tendances pour évoluer, notamment c'est le cas des télécoms. Ça fait vraiment plaisir, en même temps un gros stress, hein, comme je l'avoue chaque mercredi, de vous retrouver parce que après le travail, le matin, je viens très rapidement m'installer pour préparer ce direct et j'ai souvent l'impression que je reçois même physiquement des invités tant le stress me prend, mais j'espère que c'est pour le bien de l'écosystème parce que, évidemment, il faut que nous nous retrouvions sur des thématiques essentielles. Et aujourd'hui, je suis très ravi de lancer le panel, me semble-t-il, le plus étendu de toute l'histoire de ces après-midi de la tech. Un panel que j'anime évidemment avec plusieurs acteurs que j'ai le plaisir de modérer. Avec d'abord Muntega Sissé, que l'on ne présente plus évidemment au niveau du Sénégal et à l'étranger. Muntega Sissé, qui est grand connaisseur des nouveaux médias, qui intervient régulièrement dans le cadre de ces après-midi de la tech. Nous l'avions reçu notamment sur un panel qui portait sur l'évaluation de la politique digitale au niveau du Sénégal, l'utilisation des réseaux sociaux par nos politiques. À part Muntega Sissé, nous avons le plaisir d'avoir également ce 27 janvier 2021 notre jeune frère Mohamed Lamine Diop, que nous avions reçu individuellement dans l'histoire de ces panels. Mohamed Lamine Diop est spécialiste aujourd'hui en cloud computing après quelques études en France. D'abord, un enrôlement, un recrutement au niveau de Sonatel. Il est allé s'installer en Suisse. Il intervient aujourd'hui, évidemment, en direct de Suisse. À part lui, nous avons son voisin de pays, qui est Ousmane Gueye Montourono, qui nous a fait le plaisir, l'immense plaisir de venir un peu en retard, hein, d'où ces quelques minutes de retard. Ousmane Gueye, donc Montourono, il est spécialiste de RGPD, juriste spécialisé dans le numérique, partie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar aujourd'hui. Il travaille en France, il va se présenter plus tard. Et puis enfin, nous avons le plaisir d'avoir un diplomate dans ce panel. Je le précisais, un deuxième diplomate après l'ambassadeur estonien en charge de la coopération économique avec l'Afrique, qui nous avait fait l'immense honneur de prendre part à un panel sur l'administration au Sénégal, aux côtés de Cheikh Bakhoum, d'Abdoulaye Sissé, du Sénégalais basé en France, Barandiaï. Aujourd'hui, donc, ça fait un immense plaisir de retrouver ce beau monde pour échanger sur une problématique qui nous semble très, très actuelle, évidemment. C'est l'affaire WhatsApp, on va l'appeler comme ça. S'il faut choisir entre WhatsApp et Signal ou Signal, si on veut faire un peu français comme mon ami Turondo Ousmane Gueye, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que au-delà de ce débat consistant à se demander s'il faut choisir entre Signal et WhatsApp, nous nous projetons un peu plus loin avec une perspective africaine sur cette question en nous demandant mais quelle est la place de l'Afrique finalement dans ce débat? Est-ce que nous devrons nous réduire à n'être que d'éternels consommateurs ou bien nous aussi en Afrique, nous devrions avoir ou nous devons avoir des plateformes bien africaines pour aller à la conquête des usagers d'Internet dans le monde parce qu'on le sait très bien, ce débat, au-delà de son aspect national, nationaliste, purement numérique, il est d'abord économique à mon avis, mais c'est vous les experts qui allez le dire ou pas. Économique dans le sens où aujourd'hui, quand on parle des GAFAM avec le M de Microsoft dernièrement, on pense bien sûr à des capitalisations boursières spectaculaires. Régulièrement, on parle de plus de 1 000 milliards de dollars en capitalisation boursière. C'est dire que ce n'est pas un jeu, ou en tout cas c'est plus qu'un jeu, c'est plus que de la connectivité, c'est d'économie numérique qu'il s'agit aujourd'hui. Pour en parler donc, comme indiqué tout à l'heure, je remercie tous mes panélistes, je remercie l'ensemble des spectateurs qui sont également avec nous sur Zoom, sur LinkedIn, sans oublier que
Il y aura également du replay sur LinkedIn, pardon, petite confusion tout à l'heure. On est aussi en direct sur Facebook. Pour démarrer donc, je vais donner la parole à celui qui est peut-être le très moins connu de ce panel. On va démarrer avec lui, Boubacar Silla. Une première présentation, Boubacar Silla, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Ousmane. Je voudrais en fait au préalable saluer aussi mes co-panélistes et les remercier aussi en fait pour le probable partage, parce qu'en fait c'est des domaines différents. Donc moi en fait je suis Boubacar Silla, donc diplomate chargé des finances au département du budget, de la programmation et des finances de l'Union africaine à Addis Abeba. Donc, parallèlement aussi, je suis ingénieur en business administration et chercheur à l'université de Fribourg. Donc, voilà, donc c'est tout, en fait. Et je voudrais, en fait, plus externe, en fait, saluer et remercier, en fait, tous les followers qui suivent actuellement, en fait, le direct. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Ousmane, en fait, les après-midi de la tech, en fait, c'est suivi parce qu'actuellement, nous vivons dans un monde qui est un peu bouleversé avec la COVID-19. Donc, voilà, la seule chose qui réussit actuellement, c'est le numérique. Donc, voilà. Donc, en résumé, c'est ça. Je suis très content d'être là et j'espère aussi, en fait, pouvoir contribuer pour que ce débat, en fait, puisse satisfaire, en fait, l'ensemble des personnes qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boubacar Silla. C'est nous qui devons te remercier pour cette fidélité aux après-midi de la tech et pour avoir accepté pour la première fois de rejoindre cette série de panels. Je le disais à l'instant que nous avons lancé il y a aujourd'hui plus de 9 mois. Après vous, Mohamed Lamine Diop, je le disais, je vous ai reçu la première fois en individuel pour faire mieux connaissance avec vous. Vous êtes basé aujourd'hui en Suisse. Après, je l'ai dit, être parti du Sénégal, un poste à Sonatel, après des études en France, après vous passez de l'autre côté de la frontière. Alors, une petite présentation, Mohamed Lamine Diop. Bonjour, merci Ousmane pour la présentation et l'invitation. Je suis heureux de te retrouver ici sur ce panel. C'est partagé. Je partage avec Muntaga, Boubacar et Ousmane. Muntaga, que je suis heureux de retrouver ici après de nombreuses années. Et donc, pour une petite présentation, moi, je suis ingénieur informatique et je suis le fondateur d'une start-up basée en Suisse dans les technologies cloud, pour faire brièvement. Et aujourd'hui, je suis heureux de participer à ce panel et j'essaierai, avec modestie, d'apporter un peu une contribution, une vision d'un start-upper, d'un entrepreneur sur cette question qui est un enjeu crucial, en fait, des nouvelles technologies. Voilà. Merci, Mohamed Diop. Vous allez nous donner après, un peu plus tard, des nouvelles de votre start-up Fusion. Je sais qu'à côté de Fusion, vous avez d'autres start-up parce que vous êtes des Sénégalais fous comme nous autres qui sont passionnés de digital et qui pensons bien sûr que la promotion du numérique est une bonne nouvelle pour nos pays respectifs, pour le Sénégal en particulier parce que nous sommes tous partis du Sénégal, que l'on soit présentement à Dakar ou pas. L'objectif est le même, c'est essayer de voir comment à travers le numérique, on peut promouvoir un meilleur être pour nos populations au niveau du Sénégal. Après vous, quelqu'un d'autre qui se met également à l'heure de l'indépendantisme, entre guillemets, façon de dire, qui essaie d'aller un peu en solo actuellement, c'est mon homonyme et ami Ousmane Gueye, basé aujourd'hui en France. Bonsoir Ousmane Gueye, une rapide présentation. Bonsoir Ousmane et bonsoir à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent via ce panel. Bonsoir aussi également aux personnes qui participent, c'est-à-dire les panélistes. Et pour ma part, donc c'est Ousmane Gueye, donc je suis actuellement basé ici en France, à Paris. Donc je suis d'abord juriste de formation et je travaille dans le domaine de la protection des données personnelles. Et actuellement, j'occupe un poste au niveau de la Chambre nationale de la Caisse nationale des allocations familiales, plutôt en France, ici à Paris.
où je suis en charge de tout ce qui est conformité RGPD, c'est-à-dire mon travail consiste à vérifier que les projets qui sont mis en œuvre par la Caisse, à travers les différentes cartes, respectent la réglementation qui est applicable en matière de protection des données personnelles. Donc, ce sera un plaisir de pouvoir partager avec vous sur ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire cette mise à jour qui est annoncée donc, par WhatsApp et ce qui va en suivre. Donc, voilà en résumé. Merci, merci Ousmane Gueye. Au passage, on aime particulièrement votre rigueur et votre exigence. Je me rappelle, vous avez été mon invité dernièrement à la radio dimanche dernier au Sénégal. Je me rappelle un peu cette discussion qui a précédé l'émission en direct, où c'était chaud là entre nous lorsqu'il était question d'échanger sur le RGPD. C'est dire évidemment que nous avons besoin d'acteurs comme vous, très exigeants, parce que évidemment, ce genre de discussion en ligne, c'est loin d'être des retrouvailles entre amis, c'est plutôt un débat assez sérieux, exigeant sur la marche du numérique au Sénégal et à l'étranger. Mountaga Cissé, avec qui je termine cette présentation, parce que il suffit de taper Mountaga Cissé sur Google et vous avez forcément de multiples entrées. Mais cela ne vous dispense pas pour autant d'une présentation Mountaga Cissé. Peut-être que vous pouvez nous dire quelque chose que nous ne connaissions pas de vous. Bon, je ne sais pas. Bonjour Ousmane. Bonjour Mountaga. Bonjour à tous mes amis panélistes. Je suis heureux de te retrouver Ousmane à nouveau sur cette plateforme. Bon, comme tu as dit, hein, j'ai l'habitude même de le dire au CESTI chaque début d'année dans mes cours. Je leur dis, bon, pour ma présentation, je vous invite à aller me googler. Voilà. Donc, effectivement, bon, je pense que peut-être sur le sujet, on pourra revenir sur pas mal de choses. Bon, oui. C'est passion quand même en moi, les technologies, les nouveaux médias, etc. Et voilà, donc je pense qu'on pourra échanger et aussi partager nos points de vue qui, je suis sûr, qui permettront en tout cas au public, à tous ceux qui nous suivent, que je salue de passage, soit ici sur Zoom ou sur les réseaux sociaux. Oui. Ça permettra voilà, de donner plus de qualité au débat qui est en train actuellement d'être mené sur Internet. Merci, merci Mountaga, merci à tout le monde. Je vais démarrer par mon tourneau Ousmane Gueye en ligne de Paris. Ousmane Gueye, le débat comme ça, vous le voyez comment? C'est vrai que dans un autre temps, on aurait pu peut-être prendre un peu le temps sur des questions préliminaires, mais le temps avance très vite. Nous sommes à 23 minutes depuis le démarrage de ce panel. Alors, on va rentrer de plein pied tourneau dans ce panel. Aujourd'hui, quelle est la place de l'Afrique dans ce débat? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'en est pas à cette place où on parle de capitalisation boursière qui vont même parfois au-delà des 1000 milliards de dollars? Quelle est la place de l'Afrique dans ce débat qui consiste à se dire quelle alternative à WhatsApp? C'est quoi la place de l'Afrique? Bah, j'ai envie de dire que la place de l'Afrique, on est dans la réalité qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire les relations qu'ont les différents pays. On sait très bien que l'Afrique est un peu en retard, n'est-ce pas? Et c'est cette réalité aussi qui se déploie au niveau du monde virtuel. Donc, l'Afrique est considérée comme un continent assez pauvre, sur le plan économique, je veux dire. Et cette même réalité que l'on retrouve aussi dans le monde virtuel. C'est pourquoi nous sommes un peu en retard et qu'on ne trouve pas encore notre place dans ce monde numérique. Bon, la fois dernière, on l'avait abordé. Bon, évidemment, on ne voit pas actuellement de solutions africaines et qui pourraient remplacer donc les outils que l'on utilise du type WhatsApp, du type aussi Signal. Et j'ai envie de dire que ce problème est un peu lié à des problèmes de financement et aussi à des problèmes d'engagement du gouvernement et aussi d'engagement de la part des acteurs que nous sommes. Parce qu'en fait, les ressources et la capacité intellectuelle qui permet donc de créer ces supports, je suis tout à fait conscient qu'on a ces capacités intellectuelles, des ressources humaines qui sont capables de pouvoir créer ces supports, mais de le faire fonctionner et de l'ouvrir au public, c'est une autre problématique.
et qu'on a du mal à pouvoir résoudre à l'heure actuelle. Donc, évidemment, pour résumer, notre retard est un peu dû à l'absence de nos ressources financières et aussi à l'engagement que l'on devrait avoir, et commençant par les pouvoirs publics et jusqu'à pouvoir descendre vers les acteurs que nous sommes, parce que je considère que nous tous nous sommes impliqués. Merci, merci beaucoup Ousmane Gueye à Paris. Boubacar Sylla à Addis Abeba au siège de l'Union africaine, même si vous l'avez dit, vous êtes de passage actuellement à Dakar. Justement, Ousmane Gueye en parlait, l'engagement des États. On sait que Trump est fougueux et tout le monde le reconnaît. Et on n'oublie pas un peu sa colère contre Macron lorsque la France a annoncé un projet de taxation des GAFAM. Est-ce qu'il ne nous manque pas des dirigeants comme ça qui sont même prêts à se fâcher internationalement lorsque on malmène un peu leurs entreprises nationales? Est-ce que le problème également, comme le dit Ousmane Gueye, Boubacar Sylla, est-ce qu'il ne se situe pas du côté de l'engagement ou pas des États, de nos dirigeants? Merci Ousmane pour la pertinente question. Je voudrais aussi remercier Ousmane Gueye pour la clairvoyance. Donc en fait, moi, je vais juste commencer par reprendre Cheikh Anta Diop qui disait, il y a de cela presque 40 ans, que le mal que l'occupant nous a fait n'a pas encore guéri. Et ça se répercute en fait sur la mentalité des générations qui viennent. Donc, si vous voyez actuellement, en fait, partout dans le monde, il y a une révolution numérique qui est en train de se passer, comme ce qui s'est passé avec la révolution industrielle. Le mal, c'est qu'en fait, nous sommes toujours suivistes. Comment nous sommes suivistes? C'est que nous attendons en fait que l'Occident trouve en fait des solutions là-dessus ou bien mette en place quelque chose et nous suivons. Ça, en fait, ce n'est pas un problème des ingénieurs ou bien en fait des spécialistes en technologie. En fait, c'est un problème de politique en fait qui devrait commencer à la base. Par exemple, si nous prenons l'exemple de la Chine ou du Japon, en fait, l'enfant qui a 8 ans ou 9 ans, on commence à l'initier sur tout ce qui est technologie, ces choses-là. Et en fait, il grandit avec ça. Il a la culture, en fait, innovante. Oui. Par rapport à nous, donc, c'est un réel problème, en fait. Il faut intégrer les grandes écoles, il faut intégrer l'Occident, il faut aller en Occident pour pouvoir comprendre ou bien pour pouvoir commencer à s'initier sur certaines choses. Là, c'est un réel problème parce qu'en fait, au moment où, en fait, tu t'inities à comprendre ou bien à chercher des choses innovantes, l'Occidentaux est un peu loin. Je ne suis pas fataliste, mais ce qui se passe, en fait, dans beaucoup de pays d'Afrique, en fait, c'est ça. Nous sommes très en arrière là-dessus. Et beaucoup de gouvernements, en fait, n'ont pas ces initiatives, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est pourquoi, parfois, en fait, on nous tutoie là-dessus. Moi, je pense que l'Afrique doit être au devant de la scène en termes de révolution numérique, en termes d'innovation. On ne doit pas être toujours suiviste. Si nous prenons actuellement, en fait, en termes de ressources humaines, en termes de spécialistes, d'ingénieurs, tu peux voir, en fait, Mohamed Lamine Diop, qui est en Suisse et qui a son entreprise là-bas et qui arrive, en fait, à s'implanter là-bas. Donc, je pense qu'en Afrique, il faudrait une politique qui encourage, en fait, ces gens-là qui pensent pour l'avenir, qui ont une certaine mentalité révolutionnaire en termes de numérique, parce que actuellement, quoi qu'on puisse dire, c'est le numérique qui gouverne le monde. Oui. Il faut ça pour qu'on puisse avancer là-dessus. Donc, les mesures d'accompagnement actuellement au Sénégal, on voit, dernièrement, vous aviez invité mon ami Cheikh Bahou, il y a des choses qui sont en train de se construire au Sénégal. Je le reconnais, en fait. Mais par rapport à certains pays, je ne veux pas installer un incident diplomatique, mais si vous visitez en fait certains pays du centre et de l'Est, voilà, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Même pour se connecter, c'est tout un problème. Et un pays qui est à ce niveau-là actuellement ne peut pas conquérir, par exemple, au Sénégal, je peux dire en quelque sorte, qui est en train de changer la donne là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes de politique, mais aussi en termes d'éducation technologique. Voilà, d'une manière ramassée, c'est ce que je pense moi de la question.
Merci, merci beaucoup. Mountaga Sissé au Sénégal. Maintenant que ces constats sont faits, alors comment est-ce que nous devrions faire pour avoir nos WhatsApp à nous? Ousmane, merci pour la question. Déjà, je pense que mes deux prédécesseurs ont déjà mis quelque chose sur la table. Est-ce que nous devrions faire quelque chose? On a essayé, hein, je pense. Je donne juste deux exemples, ou même trois. J'ai la chance de suivre un peu l'évolution du secteur depuis quelques années maintenant. Il y a une startup sénégalaise qui s'appelle People Input, qui avait lancé en 2016 une application qui s'appelle Ginger. Ginger, G-I-N-G-E-R. Si vous cherchez ça sur Google, vous allez voir quelques captures d'écran. Une application qui à l'époque voulait concurrencer Viber. Pas parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore bien WhatsApp. C'était, je pense, entre 2013 et 2016. Et ils ont essayé avec une certaine innovation en proposant des émoticônes à l'africaine, etc. Ils ont essayé de le proposer dans plusieurs pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, mais ça n'a pas marché. Et jusqu'à présent, il y a pas mal d'initiatives africaines, hein, de startups qui essayent de se mettre sur ce secteur-là. Mais puisque nous sommes de petits pays, seule une initiative régionale, par exemple l'Union africaine, qui pourrait peut-être porter ce genre de projet-là, mais aussi des politiques publiques d'accompagnement avec une bonne visibilité, il n'y a que ça qui pourrait permettre à nos startups de créer des concurrents de ces big tech, de ces grandes entreprises technologiques, parce que nous ne pouvons pas jouer sur le même tableau. Si une entreprise comme Facebook a un budget de publicité qui dépasse le budget des pays de la CEDEAO, on ne peut pas aller en concurrence avec ces gens-là. Il ne faut même pas chercher à trouver la solution. Il faut, je pense, dans un premier temps, qu'il y ait des politiques publiques communes entre nos deux pays-là, que ce soit des initiatives régionales, et après maintenant avec un appui financier en ressources humaines, etc., de ces startups-là, parce qu'il y a pas mal d'idées qui sortent, hein, dans les cartons. Les startups font pas mal de choses intéressantes, mais si elles n'ont pas les moyens de se faire connaître, de concurrencer ce monde technologique qui est fortement concurrencé, je pense qu'on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, Mohamed Lamine Diop en Suisse. Ce débat, il est peut-être à situer du côté des dirigeants, des applications, l'aspect technique, je veux dire. Mais est-ce qu'au niveau des populations également, ça ne pose pas parfois problème? Parce que le constat qui se donne à nous, c'est que nous aimons toujours nous tourner vers l'extérieur, prendre des solutions qui nous arrivent d'ailleurs. Est-ce que nous prenons parfois la peine de regarder ce que fait le voisin d'à côté? Oui, merci Ousmane pour cette question. Donc, cette question elle est très pertinente. Hein. Les utilisateurs, ce sont simplement des consommateurs en fait. Ils utilisent l'application qui présente le plus de fonctionnalités pour eux. Aujourd'hui, certains sont toujours restés à Viber ou d'autres applications. Tout dépend en fait de leur utilisation. Donc, je pense que cette question-là, elle est plutôt, on va dire, facile, entre guillemets, à répondre. Les consommateurs, eux, c'est les fonctionnalités qui les intéressent, rien d'autre. Mais ils sont aveugles à la nationalité, en fait. Pardon? Ils sont aveugles à toute considération nationaliste. Voilà, on va dire. C'est à peu près ça. Mais moi, j'aimerais plus orienter mon intervention de mon point de vue d'entrepreneur. Essayer de rebondir sur l'intervention de ce que Mountaga disait tout à l'heure. Tout à l'heure, je me suis amusé à faire une petite recherche, voir est-ce qu'il y avait réellement des alternatives à WhatsApp africaines. Justement, j'ai trouvé une petite liste, dont Ginger, que Mountaga a cité, Saya, Kamix, Mara, Dicalo. Bon, il y en a une petite dizaine, on va dire. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est ça la question. Parce qu'ils n'ont pas assez de financement pour tenir. Parce qu'aujourd'hui, si on se pose la question simple, c'est quoi WhatsApp? C'est une application de messagerie instantanée. WhatsApp n'est pas sorti du néant. Avant WhatsApp, il y avait d'autres applications qui étaient là. Mais pourquoi WhatsApp continue à persister et à gagner des parts de marché? C'est quoi leur modèle de revenu? Parce qu'ils ont réussi à lever des fonds. Ils ont levé plus de 60 millions de dollars via des fonds d'investissement.
Et c'est ça, c'est l'argent le nerf de la guerre. WhatsApp, il n'autorise pas de publicité. WhatsApp, c'est quoi leur modèle de revenu? Aujourd'hui, ils ont presque 2 milliards d'utilisateurs actifs. Dont nous tous ici, dont nous tous ici. Voilà, sans publicité. Ils ont été rachetés à plus de 20 milliards de dollars par Facebook en 2014. Oui. Voilà. Donc, la question, elle est hautement financière. Moi, je laisse les questions liées à la géostratégie à Boubacar et juridique GPD à Ousmane. Moi, je porte le point de vue de l'entrepreneur. Pourquoi Ginger n'a pas fonctionné? Parce qu'il n'avait pas de soutien financier. Parce que pour tenir une start-up, il faut investir dans les équipes tech, il faut investir dans des coûts de licence logicielle. Ça, c'est des millions. Et aujourd'hui, en Afrique, quelles sont les alternatives au financement des startups? C'est une véritable question. Comment doit-on faire pour que cette dizaine d'alternatives africaines-là puissent exister? Parce qu'aujourd'hui, en juxtaposition au GAFAM, il y a les BATX. Eux, ils bénéficient d'une politique protectionniste de la Chine pour pouvoir lancer leur application. Aujourd'hui, Tencent, ils ont lancé WeChat, ils ont banni WhatsApp en Chine. Mais bon, ce n'est pas le même marché. La Chine, c'est des milliards d'utilisateurs. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut prendre en compte. Mais le cœur, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à intervenir, mais pour l'heure, je donne la parole à Ousmane Gueye sur ces aspects un peu juridiques. D'aucuns n'hésitent pas, Tourundo, à préconiser la méthode forte consistant à dire on ferme WhatsApp l'accès au Sénégal. Évidemment, reconnaissez que ce n'est pas une bonne méthode. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la solution. Oui, bien sûr, c'est loin d'être la solution idéale. Donc, dès lors qu'on se lance à ça, ça serait commencer à faire de la censure, ce qui n'est pas tout à fait admis dans une démocratie qui se respecte. Donc, pour moi, ça, c'est pas une solution, d'autant plus que il y a certains pays qui le font, les pays les plus connus, donc c'est la Chine. En Chine, ils n'utilisent pas des solutions à l'américaine. Tout ce qui est développé en Amérique, c'est banni et c'est interdit en Chine. Mais eux, ils ont des solutions alternatives parce que tout simplement, ils sont dans la création. Ensuite, ils ont un public qui adhère donc à ces outils. Donc, tout à l'heure, Lamine, vous l'avez évoqué, c'est une question d'argent et j'ai toujours l'habitude de le dire. Ces applications, pour les faire fonctionner et pour les ouvrir à un public large, il faut des moyens qui sont énormes, qui sont importants. Donc, pour moi, pour permettre donc à l'Afrique de pouvoir participer, de ne pas être en retard dans ce radeau, bien évidemment qu'on est déjà en retard, et de pouvoir rattraper notre retard juridique, il va falloir que les pouvoirs publics puissent accompagner ces acteurs, ces indépendants, ces personnes, ces entrepreneurs qui essayent au moins de créer quelque chose qui marche. Vous avez cité tout à l'heure une dizaine d'applications qu'on pourrait utiliser et qui pourraient être des solutions alternatives par rapport à WhatsApp et par rapport à d'autres applications de ce genre-là. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que, bien évidemment, le problème des ressources est là, mais en dehors de cela, c'est parce que tout simplement, nous, les utilisateurs africains, donc on n'y adhère pas. J'ai envie de dire qu'il faudrait avoir du patriotisme à l'africaine, c'est-à-dire l'Africain qui lui-même utilise des solutions africaines pour les faire décoller. Mais si encore il va continuer à y avoir des entrepreneurs qui vont créer et que ces personnes, nous, les Africains, on n'y adhère pas, bah forcément, quels que soient les milliards qu'on va y mettre, j'ai envie de dire que ça ne marchera jamais. Donc, le modèle WhatsApp, pourquoi ça a marché dans un premier temps? Parce qu'après l'acquisition de Google, WhatsApp, donc, pour rappel, à l'époque, était concurrencé par Viber, était concurrencé par Skype, était concurrencé par d'autres applications du genre IMO et autres. Et ils proposaient les mêmes fonctionnalités. Et pourquoi, à un moment donné, on a eu un bascule, les utilisateurs ont banni les applications, ces autres applications au Sénégal, Viber est très bien connu, et à un moment donné, ça a été banni, on est basculé tous en même temps sur WhatsApp. Pourquoi?
ce qui s'est passé en 2014 quand ils l'ont acheté, mais Facebook a fait une publicité énorme. Ils l'ont annoncé à travers leurs plateformes respectives, à savoir Instagram, à savoir aussi Facebook. Et à chaque fois que vous aviez un utilisateur de ces plateformes qui installait donc WhatsApp, bah, automatiquement, vous recevez donc une notification, vous dire votre ami Ousmane vient d'installer donc WhatsApp. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, forcément, du jour au lendemain, tout le monde, le public a basculé comme ça. Donc, pour dire que ces applications, c'est d'abord une question d'engagement, ensuite une question de moyens, et surtout pour nous, à l'africaine, pour que ça marche, il va falloir que les pouvoirs publics y adhèrent, accompagnent les entrepreneurs et encadrent cela. Il faut du comment dire, et je pourrais l'appeler comme étant au nom de la souveraineté numérique, parce que c'est une question de souveraineté numérique qu'on va aborder aussi, parce que n'oublions pas que ces applications embarquent énormément de données. On y reviendra. Voilà. Ces données vont transiter donc via des serveurs qui sont établis aux États-Unis. Donc, au nom de la souveraineté numérique, il faudrait que nos États puissent appuyer donc ces initiatives des entrepreneurs. Merci, merci Ousmane Gueye. N'hésitez pas, les autres panélistes, à intervenir à tout moment. C'est ça qui fait que le débat passe mieux, disons-le comme ça. Et n'hésitez pas également, chers spectateurs, sur Zoom, d'intervenir, de lever la main à tout moment. Mountaga Sissé ou Boubacar Silla, pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire Ousmane Gueye. Oui, Ousmane, j'ai quelque chose à ajouter sur l'application WhatsApp. Pour faire un peu un rappel historique, Ousmane l'a dit tout à l'heure et également Mohamed Lamine, sur les débuts, on peut interroger par exemple le modèle économique de WhatsApp. Comme l'a dit Mohamed Lamine, avant le rachat de WhatsApp, WhatsApp était payant en fait. C'est-à-dire que le modèle de départ des créateurs de WhatsApp, d'anciens employés de Yahoo, leur objectif c'était de créer une plateforme qui garantissait d'abord la sécurité. L'ADN de WhatsApp au début c'était la sécurité et la confidentialité des données. À côté de cela, ils ont mis en place un modèle économique du freemium, c'est-à-dire que l'application est gratuite pour la première année, vous l'installez, vous l'utilisez gratuitement, et à partir de la deuxième année, il fallait payer $0,99 par an. C'est pratiquement rien, hein? $1 à l'époque, en 2014, je me rappelle, ça faisait même pas 500 francs, c'était 450 francs CFA, quelque chose comme ça. Et donc, si à l'époque ce modèle marchait, il n'y avait aucune raison pour que l'on utilise le ciblage publicitaire comme modèle phare chez Google, chez Facebook, etc. Donc, c'est après le rachat de WhatsApp par Facebook que Mark Zuckerberg a dit l'application WhatsApp sera gratuite pour la vie. Et à l'époque, je me rappelle, je m'étais posé une question en me disant, comment ils vont faire gagner de l'argent, rentabiliser cette plateforme, parce qu'ils l'ont racheté à 19 milliards de dollars, pratiquement 20 milliards de dollars. Et c'était un coup de tonnerre parce que c'était la première fois qu'une entreprise technologique se fasse racheter à ce montant. Bon, après, il y a eu d'autres rachats, mais en 2014, c'était la première fois en l'histoire des technologies qu'une entreprise se fasse racheter à ce prix-là. 2014-2021, nous sommes en 2021, WhatsApp n'a pas encore gagné de l'argent. C'est-à-dire que c'est un investissement que Facebook continue de faire sur sa plateforme. Chaque année, ils mettent des milliards de dollars sans que ça soit rentable. Et donc, effectivement, il faudrait de toute façon un jour ou l'autre. Moi, je ne suis pas surpris, je ne suis pas, je ne suis pas surpris en tout cas de ce qui se passe aujourd'hui, parce que un jour ou l'autre, je le savais qu'un jour ou l'autre, Facebook allait appliquer un modèle économique. Peut-être que nous parlons
reviendrons sur tous ces modèles économiques-là, sur comment ils vont faire pour gagner de l'argent, pour imposer un modèle chez les utilisateurs. Juste pour ce petit rappel-là, qu'on sache que WhatsApp a fait du chemin. Ce n'est pas quand même juste une plateforme qui est là. Et aussi, un autre fait marquant, j'avais un peu analysé le sujet à l'époque, ils ont quand même investi sur la simplicité de la plateforme. Les concurrents de WhatsApp à l'époque, c'était Viber et Skype. Skype, où il fallait un compte, un identifiant, une adresse. C'était lourd, oui. C'était lourd. Sur Viber, une image faisait plusieurs kilo-octets, alors que sur WhatsApp, les images étaient tellement bien compressées que même les opérateurs de télécommunications préféraient que les gens utilisent WhatsApp que de passer sur Viber ou sur Skype parce que ça allait un peu inonder leur bande passante. Donc, du coup, avec toute cette aide-là et puis la force de publicité de WhatsApp, comme l'a dit Ousmane tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de faire des notifications sur Messenger, sur WhatsApp, sur plutôt Instagram et sur l'application Facebook elle-même, a fait que tout le monde l'a pratiquement adopté. Vous parlez de WhatsApp au passé, vous allez tourner la page pour aller vers Signal ou Signal, Mountaga? Non, pas du tout. Et je pense que le cœur du débat, c'est ce sujet-là. Vous n'aurez pas de ndigal à donner en tant que marabout technologique au Sénégal? Moi, je teste tout. C'est-à-dire que, voilà, j'utilise tout. Je ne donne pas de ndigal, comme tu le dis. Allez utiliser parce que ce qui se passe sur WhatsApp, on peut le retrouver sur Signal. Ok, d'accord. D'accord. En tout cas, on y reviendra évidemment, vous l'avez dit, ça touche au cœur de ce panel. Non, je pense qu'il n'y a aucune raison, en tout cas me concernant, de quitter WhatsApp ou d'aller sur Signal. Par contre, je peux les utiliser, toutes ces applications. Chacune d'entre elles a ses plus et ses moins, et je pense que nous y reviendrons. Alors, merci. Merci. Le grand marabout technologique Mountaga ne va pas donner de ndigal digital sur ce point-là, mais je vous le promets, on y reviendra évidemment. J'ai d'abord voulu qu'on mette l'accent sur l'angle africain de la question. Après, on revient plus globalement sur la bonne alternative et surtout sur la protection des données avec notamment Ousmane Gueye, juriste et spécialiste du RGPD. On reste un peu sur les aspects financiers avec Boubacar Sylla. Avant de passer à autre chose, je n'oublie pas que je dois donner la parole tout à l'heure à quelqu'un qui a levé la main dans le panel, dans les spectateurs, au sein des spectateurs. Modou Ndiaye, si je ne me trompe, il peut lever la main de nouveau. Comme ça nous aide un peu à mieux repérer qui voulait prendre la parole tout à l'heure dans le public des spectateurs. Boubacar Sylla, sur les aspects financiers, avant de passer à notre palier. Merci Ousmane. Donc, je pense qu'en fait, Mountaga a un peu en fait lancé le débat là-dessus parce qu'en fait, WhatsApp a commencé par $1 par utilisateur après une année d'utilisation. Donc, le propriétaire a fait $100 millions avant de vendre WhatsApp à Mark à $19 milliards. Donc, je pense qu'en fait, ça, c'est un investissement colossal. Quand Mark disait qu'en fait, WhatsApp sera gratuit à vie, donc, personnellement, en tant que financier, en fait, on pourrait sous-entendre que derrière, il y avait quelque chose. Bien évidemment, il y avait, en tant que business administrateur, donc en fait, si je me mettais sur la tête de Mark, donc je pense qu'en fait, WhatsApp commençait à être en fait un concurrent sérieux pour la livraison de courrier en fait que Facebook utilisait. Donc non seulement WhatsApp en fait avait une forte audience dans l'individualisme, c'est-à-dire en fait c'est utilisé par 2 personnes ou maximum 3 personnes, et il faisait plus d'un demi-million d'utilisateurs par jour. Donc en fait c'était une menace en fait et un potentiel concurrent pour Mark. Donc quand il a racheté WhatsApp à $19 milliards, en fait c'est un budget colossal. Donc personnellement, moi je pense en tant qu'analyste financier, donc on devait attendre à ce qu'il se rétrograde. Rétrograde, ça veut dire qu'en achetant WhatsApp et l'intégrer sur Facebook, et que WhatsApp n'a aucun coût, il n'y a pas de publicité sur WhatsApp, même WhatsApp Business, il n'y a rien à payer pour les entreprises.
Donc, fallait s'attendre à ce qu'il y ait une disparité financière. À mon avis, donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est une question d'argent. C'est une question d'argent, on ne va pas y revenir. Le modèle de WhatsApp, pourquoi ça a été gratuit? Évidemment, c'est parce qu'il commençait à un moment donné à être un concurrent sérieux pour Facebook. Et Marc, surtout, et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Messenger, pour ceux qui l'utilisent, offre un peu les mêmes fonctionnalités que WhatsApp aussi. Alors, pourquoi ils n'ont pas cherché à développer Messenger et aller racheter WhatsApp? C'est parce que tout simplement, à un moment donné, ils se sont dit que nous, on a besoin d'une solution type WhatsApp qui sera à nous, qu'on pourra proposer à nos utilisateurs pour ne pas les perdre, comme Messenger à l'époque, ça faisait pas, ça n'avait pas réellement réussi. Donc, ils ont proposé WhatsApp pour capter ce public qu'ils allaient perdre. Et ensuite, par la suite, forcément, quiconque investit de l'argent vaut un retour sur investissement. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train d'observer, c'est cette volonté de pouvoir rentabiliser l'outil. Alors, je ne sais pas comment Ousmane voyait les choses, mais je voulais tout simplement aborder la question. Voilà, justement, il est revenu. Je ne voulais pas reprendre ta place, mais tu peux poursuivre. Non, mais poursuivez, c'est important, poursuivez. Donc, j'allais aborder la partie du pourquoi WhatsApp a tout simplement imposé ces mises à jour. Peut-être juste avant de poursuivre, j'aimerais juste ajouter un élément sur ce que vous venez de dire, sur le modèle de Facebook, parce qu'en fait, Facebook, ils ont un projet depuis quelques années maintenant de fusion de toutes les plateformes de messagerie, WhatsApp, Facebook Messenger et Instagram. Pour que, par exemple, si moi, je suis sur WhatsApp et que j'envoie un message à Ousmane qui est sur Instagram, que ça soit direct, qu'il y ait une passerelle qui le fasse. Et si vous regardez bien, les fonctionnalités qui sont sur Facebook Messenger sont plus intéressantes aujourd'hui que celles qui sont sur WhatsApp. Juste pour confirmer ce que vous venez de dire, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont racheté pour mettre en avant Messenger, parce que les gens commencent aujourd'hui de plus en plus à utiliser Messenger, et pour après, maintenant, soit faire en sorte que ça soit bien fusionné, parce que c'est plus simple pour Facebook de rentabiliser Messenger, et c'est déjà aujourd'hui le cas. Il y a des publicités qui s'affichent sur nos fils Messenger, etc. Et que c'est très difficile de le faire sur WhatsApp. Donc, je pense que l'idée de Facebook derrière tout ça, c'est vraiment de faire en sorte que les gens se retrouvent sur une seule application, compte non tenu du nom, que ça soit Facebook Messenger ou WhatsApp ou Instagram. Merci Mamoudou Lamine Diop qui n'a pas peut-être parlé depuis tout à l'heure. Un mot avant de repasser la parole au juriste Ousmane Gueye. Oui, j'aimerais juste ajouter un petit fait qui faisait la différence entre WhatsApp et ses concurrents. Nous avons tous en tête les révélations de Snowden. Oui, Edward Snowden. Et WhatsApp, ils ont fait la différence en introduisant le chiffrement de bout en bout. Parce que quand WhatsApp se faisait racheter par Facebook à l'époque, ils étaient à peu près à 400-500 millions d'utilisateurs. Mais ils ont fait un bond rapide. Et par la suite, c'est vrai qu'il y a d'autres applications qui ont introduit cette fonctionnalité aussi, le chiffrement de bout en bout. Mais ça a été déterminant pour leur croissance. Et ça faisait l'énorme différence entre Messenger que détenait Facebook déjà, qui proposait des fonctionnalités similaires. Mais moi, je reste toujours sur ma fin. Comparer n'est pas... Voilà. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Mais je veux toujours dire que nous avons des applications africaines qui existent, qui présentent les mêmes fonctionnalités, mais qui n'arrivent pas à décoller parce qu'il n'y a pas assez d'investisseurs pour injecter de l'argent pour que ces applications-là puissent tourner une dizaine d'années sans flux de revenus,
venant de publicité ou autre, et pouvoir tenir, gagner de la croissance tout en ayant plus d'utilisateurs, parce que voilà, d'ici 2030, on dit que l'Afrique sera un quart de la population mondiale. Donc, c'est autant d'utilisateurs, autant de données à gérer. Merci, merci beaucoup, Mohamed Lamine Diop. Alors, j'ai compris, il y a bien sûr des aspects liés au leadership de nos dirigeants en Afrique, il y a des aspects liés à la finance, mais également il y a des aspects liés aux utilisateurs appelés à comprendre que bien sûr, il faut mettre en avant un modèle, des modèles africains, même si quelqu'un d'autre disait dans ce panel que l'utilisateur s'en moque un peu, il ferme les yeux, tout ce qui l'intéresse, c'est plutôt faire en sorte que l'application lui ressemble un peu en termes d'attente. Mountaga Cissé, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je disais qu'apparemment pour aujourd'hui, tu as des soucis de connexion. Oui, alors que je suis à côté d'un grand opérateur, hein, ça c'est énorme. Hein, mais si j'ajoute un superlatif, on comprendra de qui il s'agit. Et comme notre ami Tako Dieya, Moutega est chez les spectateurs, bon, je ne dirais pas de quel opérateur il s'agit. Alors, Modoun, est-ce qu'il nous entend? Est-ce que Modoun nous entend? Il avait levé la main tout à l'heure. Mais Moutega, jusque-là, je suis audible, non? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Excellent, excellent. Alors, Modoun ne réagissant pas pour le moment, je rappelle que la parole est toujours ouverte, évidemment, à notre cher public. Et j'invite également les panélistes à réagir à ce qui se dit sur la discussion écrite. C'est également très, très important à mon avis. Alors, Ousmane Gueye, on avance très, très rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, il y a Magat Silla qui lève la main. Bien sûr concerné par ce panel à plus d'un titre. Je lui donne la parole avant qu'il n'ait lui aussi de soucis de connectivité, sauf que Maguette, lui, donne des solutions de connectivité, justement. Est-ce qu'il nous entend? Oui, allô? Maguette Silla, on vous entend très bien, allez-y. Super, très bien. Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier l'ensemble des panélistes, particulièrement mon cher ami Moutaga, Lamine, sans oublier notre frère Silla, Boubacar, et Ousmane, qui est chargé justement de la protection des données. Alors, ce panel est vraiment intéressant et les interventions sont de qualité. J'ai beaucoup appris. Hein, donc, on veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt une question, mais plutôt c'est une contribution que je vais faire par rapport justement à la thématique qui consiste aujourd'hui à l'application WhatsApp qui est en train, si vous voulez, de changer de modèle économique. Parce qu'en réalité, il s'agit vraiment d'argent. Vous l'avez apporté. Le changement radical aujourd'hui justement du modèle ou bien annoncé de WhatsApp, c'est justement pour des questions d'argent. Et aujourd'hui, la chance que justement les startups américaines au niveau de la Silicon Valley ont aujourd'hui, en Afrique, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas du tout. Et même si aujourd'hui, il y a des efforts consistants que les États sont en train de faire, mais la question revient toujours. Il faut que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique pour qu'on puisse, parce que l'expertise, on a accès à l'expertise, à la connaissance. Rien ne nous empêche aujourd'hui d'avoir les mêmes applicatifs ou bien les mêmes applications sur des fonctionnalités similaires. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment justement avoir une bonne base financière afin de pouvoir tenir pendant un certain temps. Il faut investir sur les startups africaines pour pouvoir justement, comment dirais-je, avoir une longue vie par rapport justement à l'existence d'une startup. Voici un peu ce que je voudrais dire et partager par rapport à ce que vous avez bien entendu amené sur la question de la thématique. Voilà. Merci beaucoup Magasila. Des réactions peut-être dans le public? Les panélistes? Bon, je salue Maguette
ancien promotionnaire, ancien collègue et ancien associé. Donc, comme tu l'as dit, Ousmane, lui, c'est un promoteur de l'Internet accessible pour tous déjà. Donc, je pense qu'il y a des solutions, comme l'a dit Maguette, hein, il y a des solutions qui peuvent en fait émerger à partir de l'Afrique. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que on ne doit pas être fermé en nous-mêmes. Il ne faut pas une solution africaine uniquement pour les Africains. Si on crée une belle application qui marche au Sénégal, on pourra la faire tourner en Europe ou aux États-Unis sans souci. Moi, je pense que l'idée, c'est de créer quelque chose qui puisse marcher pour le marché, pour me répéter, voilà, que ça soit un marché africain universel. Parce que parfois, ce qui bloque aussi chez nous, c'est qu'on veuille créer quelque chose exclusivement à l'africaine. Il y a, par exemple, je donne un exemple. Il y a des entreprises qui avaient créé des téléphones pour l'Africain, des smartphones pour l'Africain. Il y a eu pas mal de startups qui ont essayé de le faire et qui ont échoué parce qu'elles se sont rendues compte que finalement, l'Africain ne cherchait pas à avoir un téléphone pour l'Africain, mais un téléphone qu'il peut utiliser, un téléphone qui offre les fonctionnalités pour son utilisation, pour ses besoins. Et je pense que pour le secteur de la technologie également, si on a des choses qui fonctionnent bien ici, on pourra facilement les exporter. La preuve, nous sommes 4 panélistes et 3 interviennent pour, en tout cas, le secteur d'activité, ils font leur métier un peu à l'étranger, quoi, pour dire tout simplement que, voilà, nous avons des choses à revendre à l'international carrément. Justement, je suis parfaitement d'avis avec toi, Mountaga. Il faut penser global, mais agir localement. Je pense que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. On ne doit pas justement restreindre nos solutions puisque le numérique même n'est pas restreint. Donc, ça traverse les frontières. On est même là en train de discuter à travers une plateforme qui a été conçue et utilisée mondialement. Donc, moi, je pense qu'on doit partir des problématiques locales. Bon, qui pourront intéresser. Bon, il y a des solutions aujourd'hui qui sont parties des pays de l'Afrique. Hein. Je parle des solutions mobile money et qui ont fait naître des banques en Europe, d'accord. Donc, moi, je pense que on part d'une solution locale pour ensuite essayer de pouvoir le vendre partout dans le monde. Pour rejoindre un peu ce que Mountaga disait. Merci. D'autres prises de parole? Donc, merci beaucoup, Magatte, et aussi à Mountaga. Moi, personnellement, je vais rebondir là-dessus en insistant juste, en fait, sur le terme patriotisme, en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut, comme nous le crions partout, il faut un patriotisme monétaire, il faut un patriotisme économique, mais il faut aussi un patriotisme technologique, en fait. Il faut en fait qu'on crée en fait pour moi des monstres en fait, entre guillemets, qui pourront en fait exceller au niveau international. Parce que WhatsApp en fait, certes c'est américain, mais c'est devenu en fait un phénomène mondial. Mais ça a commencé aux États-Unis. Ce sont les Américains qui ont soutenu Mark jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui mondial. Moi je pense qu'en fait aujourd'hui au Sénégal, en Éthiopie, en Tanzanie et partout en Afrique en fait, il y a des gens qui ont les compétences, qui pensent même mieux que Marc et qui ont la capacité de créer quelque chose qui peuvent en fait reconnaître mondialement. Mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une certaine en fait révolution numérique qui commence par le bas et qui soit soutenue par des politiques étatiques. Aujourd'hui, en fait, Marc, il est impliqué en fait sur la politique américaine. Petite curiosité, c'est votre ami? Oui. C'est votre ami Mark Zuckerberg? Non, du tout. Je sais que vous parlez de lui. En tout cas, il semble être un peu familier avec lui. J'ai surpris une certaine familiarité, quoi. C'est une question de journaliste. Non, du tout. Mais en fait, aujourd'hui, voilà, je pense qu'en Afrique et surtout, en fait, principalement au Sénégal, nous sommes tous des Sénégalais, en fait, il faut ça, quand on voit, en fait, un certain Ousmane Gueye qui a, en fait, un start-up qui peut faire du bien pour tout le monde, en fait, il faut le soutenir, il faut que l'État le soutienne, il faut qu'au niveau africain, qu'on le soutienne ensemble, et voilà, il y aura quelque chose de mondial. Mais si tu crées quelque chose en Afrique, au Sénégal ou dans n'importe quel pays, on dit, voilà,
C'est Mamadou Lamine qui l'a créé, donc on le connaît, donc ça ne doit pas être aussi ingénieux. On a ce problème-là, en fait. C'est un problème culturel qui insiste, qui persiste. Alors que si le petit Chinois ou bien le petit Américain crée quelque chose qu'on juge important, on le soutient. Pourquoi ne pas avoir ce patriotisme-là? Je pense que ça, en fait, il faut y aller peu à peu, mais il faut aussi s'imposer et il faut aussi créer, en fait, cet environnement pour qu'on puisse aller de l'avant. Sinon aussi, on va toujours continuer à suivre. On va attendre qu'il crée des choses et voilà, on va l'utiliser comme ça. Moi, personnellement, je pense de la sorte. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, j'aimerais juste intervenir. Oui. Mais avant, je salue mon ami et frère Magat Silla, qui est un grand frère pour moi. Et donc, moi, je voudrais juste rebondir sur sa pensée, dire qu'il faut penser local et agir global. Ça, c'est une évidence, on va dire. Mais il faut aussi savoir que derrière ces aspects financiers-là, il y a aussi des enjeux géostratégiques. Bon, nous ici, en Europe, même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, la question, en tout cas juridique, est réglée. RGPD résout le passage de WhatsApp à Facebook. Tout ça, c'est réglé en fait. Les données des Européens ne sont pas concernées. Donc, mais la question reste entière au niveau des pays africains, en Asie centrale et dans les autres pays. Bon, en Chine aussi, eux, ils ont une politique protectionniste. Ces GAFAM-là, ils sont tellement faibles là-bas parce qu'ils ont une politique protectionniste. Donc, la question reste entière. Donc, je vais laisser mes amis, Ousmane, qui est juriste, et Boubacar, qui est diplomate, voilà, répondre à ces questions géopolitiques, on va dire. Parce que derrière, il y a un enjeu géopolitique. Merci beaucoup, Mohamed. Avant que les diplomates et juristes ne reprennent la parole, on la donne à Cheikh Bey, qui fait partie des spectateurs. Cheikh, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Soyez le bienvenu et vous avez la parole. Merci. Bon, j'encourage vraiment l'émission et je salue de passage mon ami Boubacar Silla. Bon, je pense que ce que vous avez évoqué du début à la fin, tout est important. Je n'ai qu'une seule question. Oui. Allô? Oui, allez-y. Après, on donne la parole à l'autre intervenant. Oui, j'ai une question. Je disais par rapport à WhatsApp. Actuellement, il y a un fort virement vers d'autres réseaux sociaux tels que Signal et Telegram. Je sais qu'actuellement, au Sénégal particulièrement, il y a la technologie locale qui peut créer des réseaux sociaux similaires à WhatsApp et à Signal. Mais ma question aujourd'hui, c'est que pourquoi les Sénégalais ne peuvent pas faire un virement vers ces réseaux sociaux locaux? Parce que le but, c'est de transmettre des communications. Qu'est-ce qui empêche actuellement la population locale à créer un réseau social tel que WhatsApp pour que vraiment ça puisse être l'utilisation de tout le Sénégal? Merci beaucoup. Sûrement, les entrepreneurs particulièrement vont y répondre. J'invite les panélistes à noter parce que on va également donner la parole à deux autres intervenants. Comme ça, on fait des réactions groupées. Modoun, est-ce qu'il nous entend? Est-ce que Modoun nous entend? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Mme Medoun Ndiaye. Oui. Et c'est grâce à El Hadji Boubacar Silla que j'ai connu le panel, qui était notre président amical de l'UFRSS, qui est un grand homme. Ok, merci. Moi, j'ai une seule question. Depuis quelques années, on a constaté que notre continent africain a connu beaucoup de crises. Et nous n'avons pas des moyens de communication pour les jeunes au niveau de nos télévisions nationales, de notre télévision nationale, de pouvoir y communiquer. Et grâce à WhatsApp, beaucoup de
beaucoup de, comment dire, beaucoup de révolutions, beaucoup de révolutions sont sorties grâce à WhatsApp. Je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Non, c'est pourquoi pas ma tellement. question, Oui. Je veux dire que, est-ce que WhatsApp n'est-il pas une véritable alternative pour nos oppositions, qui est un pilier de communication? C'est ça que je veux dire. Ce sera difficile de ne pas intégrer WhatsApp dans notre communication. Je comprends sa question. Je comprends. D'accord. Donc, vous répondrez. Oui. Merci. Merci beaucoup, Modoun. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'intérêt. Mamadou Bodian. Mamadou Bodian, vous m'entendez? Bon, Mamadou Bodian avait levé la main. Peut-être qu'il y a des soucis de connectivité. Hein? Et Magassila est invité à aller d'ailleurs réparer ce problème. Cheikh Ndiaye, oui. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons très bien, Cheikh Ndiaye. Oui, alors nous vous remercions pour ce panel qui est d'une importance capitale pour tous les téléspectateurs et en fait également tous les professionnels qui travaillent sur la protection des données, mais au-delà sur le numérique d'une manière générale. Je remercie également Ousmane Gueye qui m'a informé de ce panel et qui est un collègue également, un grand frère qui m'a initié dans ce domaine-là. Moi, ma question est la suivante. Aujourd'hui, au-delà, comme l'a dit un des panélistes, il y a des enjeux géostratégiques et également géopolitiques. Et aujourd'hui, comme l'a dit le dernier intervenant qui est venu tout à l'heure et qui vous a souligné l'importance de WhatsApp par rapport à tous les soulèvements populaires qui ont été initiés au-delà de WhatsApp aux outils de communication électronique. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Quand, à défaut d'alternatives africaines sérieuses pour faire disparaître totalement WhatsApp de la sphère des communications et mettre en avant des alternatives africaines, quelles sont les garanties africaines pour cette fois-ci qui vont nous permettre de faire face à l'ingérence de ces plateformes par rapport à notre souveraineté numérique. Parce qu'on le sait aujourd'hui, la situation est la suivante, WhatsApp est là, il y a des transferts de données qui sont effectués à travers cet outil. Quelles sont les garanties que nous avons en Afrique, au-delà du Sénégal, pour permettre d'éviter ou d'encadrer cette utilisation-là? Je vous remercie. Merci beaucoup, cher. Merci, Modoun. Cher B également avait levé la main. Je ne sais pas s'il nous entend. Sinon, je redonne la parole aux panélistes pour... Oui, je vous entends. Monsieur B, soyez le bienvenu. Oui, merci. Bon, vraiment, j'apprécie l'émission et je remercie mon ami Boubacar Silla. Bon, moi, ma question elle est simple. Actuellement, les gens courent vers d'autres réseaux sociaux parce que juste on veut partager leurs données personnelles. Mais actuellement, qu'est-ce qui empêche la population locale, par exemple le Sénégal, à créer un réseau local tel que WhatsApp, où vraiment il y a la confidentialité, il y a tout, et qui peut servir autant que WhatsApp nous sert? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la population locale à créer un réseau social et que la population peut migrer vers ça? C'est quoi vraiment le problème pour que nos technologies locales ne puissent pas créer quelque chose de similaire ou semblable à WhatsApp avec toutes les mesures de sécurité, surtout sur la confidentialité? Merci. Merci Oda Cheikh et merci Modoun. Des réactions des panélistes, hein, prenez la parole selon un peu la question qui vous regarde. Il y a beaucoup d'aspects juridiques, peut-être que Ousmane Gueye pourrait commencer par ouvrir le bal, le juriste. Oui, je vois qu'il y a différentes questions qui ont été posées. J'en ai noté 3. Donc, il y a quelqu'un qui a parlé
d'une alternative à l'africaine qui pourrait, pour éviter donc cette partie, tout ce qui est ingérence, donc parce que évidemment, donc, il y a une question de géopolitique qui s'y pose aussi, et de souveraineté numérique, si on puisse l'appeler comme tel. Donc, concrètement, pour éviter cette ingérence, ben, évidemment, ça ne va pas être tout à fait facile, parce que sachez que dès lors que vous utilisez ces applications, donc ça va embarquer vos données. Et pour ce qui concerne les États-Unis, on a un problème très sérieux parce qu'ils ont des législations qui sont un peu permissives, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir la possibilité d'accéder à ces données qui sont hébergées sur leur plateforme et qui sont gérées donc par ces entrepreneurs, par ces géants du numérique, comme on puisse les appeler, les GAFA. Donc, on a d'abord, je vais d'abord citer cette loi que l'on appelle le Patriot Act, et je vais aussi citer donc le Patriot Act, qui sont deux lois qui ont été initiées, le premier donc au lendemain des attentats du 11 septembre, et le second aussi récemment avec l'écosystème qu'on connaît aussi, c'est-à-dire le cloud. Alors, ça signifie concrètement quoi? Que dès lors qu'il y a des applications, dès lors qu'il y a des données qui sont hébergées soit par l'intermédiaire de ces applications qui appartiennent à des acteurs américains, du type WhatsApp, Facebook, Microsoft et autres, le gouvernement américain, notamment leurs autorités à travers les renseignements généraux et FBI et autres, ont la possibilité de pouvoir accéder à ces données et de voir ce qu'il en est. Mais Microsoft avait dit un jour niet. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est du bluff? Bah, c'est niet, ça, c'est l'aspect qu'on nous fait croire, mais c'est un peu compliqué. C'est très compliqué parce que dès lors, c'est une loi fédérale, donc c'est une loi fédérale qui dit. Donc, on sait que c'est un peu fort en termes d'impact, soit tu t'appliques, soit donc ça peut impacter. Exactement, ça peut impacter de façon très forte. Concrètement, comment ça signifie? Dès lors qu'ils estiment que le Patriot Act est applicable, et à mon avis, c'est applicable dans plusieurs cas, ils accèdent aux données. La solution qu'avait proposée Microsoft et aussi Apple, parce que je me rappelle qu'il y avait une histoire qui s'était posée. Donc, il y avait une personne qui a été incriminée et on a voulu accéder à son téléphone, qui était donc une marque d'Apple. Et Apple a dit, la personne a refusé donc tout simplement de donner les accès en disant que tout simplement je les ai vus. Et ils se sont retournés vers l'opérateur et l'opérateur a dit que moi, en aucun cas, je ne vais déchiffrer le téléphone pour rien au monde. Donc, c'est une question de confidentialité qui se posait, mais surtout, c'était de la com. C'était de la com parce que tout simplement, on sait que derrière, ils ont des dispositifs qui permettent en gros de le hacker et de rentrer là-dessus, donc d'extraire les données dont ils ont besoin. Et surtout, il y a un autre aspect que Edward Snowden a évoqué, et moi je le crois effectivement parce qu'il a travaillé au sein de cette administration qui ont des pratiques un peu louches, on va dire, que dès lors que vous développez une application, les autorités américaines se réservent le droit d'avoir des portes dérobées. C'est-à-dire, ils vont vous dire que quelle que soit la sécurité que vous allez y mettre, assurez-vous que nous, on puisse avoir une fenêtre derrière qui va nous permettre, en cas de besoin, de pouvoir signifier et de voir ce qui se passe là-dessus. Donc, ce qui veut dire qu'en dehors des applications, en dehors donc du Patriot Act et du Cloud Act aussi, concrètement, ils n'ont pas attendu donc ces lois pour le faire. L'affaire d'Edward Snowden nous l'a complètement confirmé. Et surtout, ensuite, j'avais noté une autre question qui était de savoir que le fait que WhatsApp puisse servir en termes de confidentialité, j'imagine c'est ce qu'il voulait dire, et sachant qu'on utilise d'autres outils de communication qui sont réputés ne pas être sûrs, et le fait que WhatsApp propose des chiffrements
en tout cas pour tous les messages qui transitent via cette application, sont réputés être sûrs et non interceptables. Ça veut dire que la personne qui est au milieu, le hacker, ne pourra pas les intercepter et ne pourra pas les exploiter dès lors qu'il y accède. Mais ce problème, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que c'est cette réalité que l'on veut nous faire croire que, évidemment, qu'il y a une certaine confidentialité au niveau de l'application WhatsApp. Moi, j'y crois parce que tout simplement, on me dit, et connaissant le chiffrement de bout en bout, en tout cas, c'est réputé être très sûr parce que même si on le hack, on ne pourra pas exploiter les données. Mais qui parle de chiffrement parle aussi de clés de déchiffrement. Ces clés de déchiffrement, qui les détient, moi je ne les connais pas du tout. Et rien ne me garantit que WhatsApp lui-même ne les détient pas et ne pourra pas à un moment donné pouvoir accéder à ces données et pouvoir les exploiter à d'autres fins. Donc évidemment, WhatsApp est une solution, est une alternative pour toutes les personnes qui recherchent une certaine confidentialité, mais attendez-vous à ce que qu'on puisse, à un moment donné, avoir des surprises, comme l'a révélé Edward Snowden. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser aux autres panélistes pouvoir rebondir. Oui, oui, pour rebondir, Muntaga, Mamadou Lamine, Boubacar. Alors, peut-être juste sur un point précis, Ousmane, un des invités participants l'a posé comme question. Comme outil de revendication sociale. Par exemple, cela fait 10 ans maintenant qu'il y a eu le printemps arabe en Tunisie, en Égypte, etc. Et ces manifestations-là étaient principalement organisées via les réseaux sociaux globalement. Et effectivement, une plateforme comme WhatsApp aujourd'hui permet de déjouer une certaine surveillance. Parce que si un SMS envoyé entre Ousmane et moi passe par un opérateur, l'opérateur a la possibilité de regarder ce qu'il y a dans le SMS. C'est cette garantie-là qui est donnée par certaines plateformes comme WhatsApp, Ousmane Gueye l'a dit tout à l'heure, le chiffrement de bout en bout, ce qui fait il n'y a que Ousmane et moi qui avons la possibilité de regarder. Bon, ça c'est sur le papier. Maintenant, après, on ne sait pas. C'est en théorie. Est-ce qu'il y a des portes dérobées, il y a des clés de déchiffrement détenues par un tiers, etc. Mais au moins que pour la masse, parce que bon, la surveillance de masse, c'est cette surveillance-là qui est très difficile à mettre en œuvre, que ce soit pour un État ou même pour une entreprise. Mais de le faire au cas par cas, par exemple, pointer du doigt Ousmane Gueye et dire que je vais le mettre sur écoute, être au courant de tout ce qu'il dit, ce n'est pas compliqué pour certains États. Et donc, la possibilité de déjouer cette surveillance de masse-là permet et permet toujours à beaucoup de populations d'organiser certains combats politiques. Parce qu'il faut le rappeler, en Afrique, il y a la censure de la communication dans certains pays, il y a la surveillance, etc. Effectivement, WhatsApp nous permet de jouer, donc de mener ces combats-là, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui, en 2021, créer une application qui pourrait nous permettre en 2021 même de remplacer WhatsApp. Ça peut être un combat de longue haleine qui va durer, pourquoi pas, une dizaine d'années, mais peut-être si on s'y met maintenant, qu'on y arrivera un jour, mais ne pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. WhatsApp, il y a son côté positif et son côté négatif. Je pense qu'on pourrait spéculer sur ça tout au long de la session et puis voir qu'est-ce que propose l'alternative, comme on a envie de le dire. Est-ce que l'alternative est une bonne alternative même, pour ainsi dire? Oui, d'ailleurs, question que nous vous retournons, je l'avais posée à Ousmane Gueye lors d'une émission dimanche dernier sur une radio, sur e-radio au Sénégal. Alors, Signal, Muntaga, pour vous qui l'avez essayé, moi aussi j'ai tenté. Alors, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a de premiers signaux déjà sur Signal?
Alors, Signal, je l'avais installé il y a 2 ans. Ensuite, je l'ai désinstallé. Je ne l'ai pas encore réinstallé. Ce sera fait certainement Moi, très j'ai fait, bientôt. mais ça m'embête tellement que j'ai fini par m'arrêter là. Je n'ai pas encore dépassé cette étape. Voilà. Voilà, je vais le refaire très bientôt, peut-être même à la fin de cette émission, pour dire qu'en fait, le débat, on l'a poussé trop loin, je pense, sur les données. Je pense que c'est Mohamed Lamine qui l'a dit. Déjà, l'Europe est exclue avec le RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles. Les Européens ont quand même mis en place un élément juridique. Voilà, pour se protéger de cette décision, de ces nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. L'Europe n'est pas concernée. L'Europe n'est pas concernée. L'Europe n'est pas concernée. Voilà. Alors, il reste l'Amérique et le reste du monde, en dehors de l'Europe. Donc, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Alors, ces nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp, je pense qu'il faudra, avec du recul, essayer de les comprendre. Internationaux que WhatsApp va lire nos messages. En réalité, ce n'est pas ça qui est inscrit dans les nouvelles conditions. Ce n'est pas que nos messages vont être lus par WhatsApp. On l'a dit, on le redit encore, c'est les de bout en bout. Mais plutôt nos métadonnées. Ce ne sont pas nos données personnelles, mais les métadonnées. Même si les métadonnées peuvent être dans les données personnelles d'une manière ou d'une autre, par exemple l'adresse IP, si quelqu'un connaît mon adresse IP, il peut me géolocaliser. Si un jour, un parti politique souhaite faire de la publicité sur WhatsApp en payant $100, il lui dit, je veux que tous ceux qui se connaissent sur WhatsApp et qui sont à Dakar voient cette publicité-là, ça pourra donner quand même des choses. Et aussi, la liste des contacts. Apparemment, il y a Michel Ndiaye qui... Oui, je vais fermer ça. Désolé, continuez. OK. Voilà, donc je disais, les données que l'on refuse de donner à WhatsApp, pratiquement une grande majorité des utilisateurs l'ont déjà fait. En fait, et même volontairement et consciemment. Il a dit, à partir du mois de février, ceux qui n'auront pas accepté de partager, ceux qui n'auront pas accepté ces nouvelles conditions d'utilisateurs vont devoir quitter WhatsApp. Mais il y en a déjà parmi nous qui l'ont déjà accepté. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis, je ne veux pas utiliser WhatsApp parce que je ne veux pas accepter ces nouvelles conditions d'utilisateur. Et pourtant, je suis sur Facebook. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook Messenger. Ce sont des outils qui appartiennent à Facebook. Et ce que Facebook nous demande de faire sur WhatsApp, nous l'avons déjà accepté sur ces plateformes-là. Nous avons déjà partagé notre contact. Et qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Qui peut le plus, voilà, peut le moins. C'est ce qui fait que si Ousmane rejoint Instagram, je suis notifié que Instagram me dit votre ami Facebook Ousmane Gueye vient de rejoindre Instagram. C'est parce que moi, j'ai déjà partagé ma liste de contacts sur Facebook. Donc, pour dire que parfois, on refuse de donner quelque chose alors qu'on sait même pas qu'on l'a déjà donné. La deuxième chose, c'est que ce qu'on refuse de faire sur WhatsApp, peut-être qu'on va le faire sur Signal ou sur Telegram. Signal est plus sécurisé parce que, Signal prend le minimum d'informations nous concernant. Ensuite, c'est une société à but non lucratif, donc il y a une certaine garantie, etc. Mais ceux qui parlent de Telegram, par défaut, les conversations sur Telegram ne sont pas cryptées de bout en bout, comme c'est le cas pour WhatsApp ou sur Signal. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, analyser un peu ce qu'il y a derrière ces nouvelles conditions-là. Mais quand même, il y a des choses pour lesquelles on est en droit de s'inquiéter. Moi, je m'inquiète sur une chose, c'est le non-respect de la parole donnée. Parce que Zuckerberg avait dit en 2014 que les règles ne vont pas changer. Nous mettons vos données personnelles au cœur de notre stratégie, la protection de vos données, la confidentialité de vos données. Si aujourd'hui il fait du wah-wahet, quand même, moi c'est ça qui m'inquiète, mais pas le fait d'exposer certaines données, sachant que peut-être que mes conversations ou en tout cas sur n'importe quelle plateforme que j'utilise, ce sera à moi en tant qu'utilisateur de mettre en avant la sécurité, de savoir qu'est-ce que je partage pour vraiment me protéger. Pour résumer un peu, Moutaga, on voit que ce n'est pas que Trump qui nous plagie, alors même Zuckerberg plagie l'Afrique.
Alors, Khadim Anne, qui lève la main, est-ce qu'il nous entend, Khadim? Khadim Anne, vous nous entendez? Des réactions toujours des panélistes, peut-être Mohamed Diop? Est-ce que Mohamed Diop nous entend? Oui. La connectivité, Ousmane. La connectivité, un problème africain. Désolé, toutes mes excuses. Est-ce que Mohamed nous entend? Khadiman qui avait levé la main tout à l'heure. Khadim? Oui, monsieur Ousmane Gueye, bonsoir. Bonsoir, désolé un peu pour ces soucis de connectivité. Heureusement que Maguette et Mountaga sont dans le panel, ils vont régler ça, c'est sûr. Alors, soyez les bienvenus, quelques minutes rapides, on est presque à la fin de cette session. D'accord, merci beaucoup, je vous remercie vous tous. Et je salue à un ami, un frère, Boubacar Silla, qui est un ami, un frère. Mais je pense que, je voulais poser une question, mais je pense que M. Mountaga Cissé a déjà parlé sur ce point-là, et ça, je pense que c'est déjà répondu. Mais donnez au moins la question, ça nous permet d'être rassurés. Parce que nous voulons, en tant que Sénégalais, voilà, nous voulons éclaircissement concernant pour ce qui se passe réellement en WhatsApp, parce que tout le monde on est en train de faire ce qu'on n'a rien compris pour l'instant, ce qui se passe réellement. Parce que tout le monde veut migrer vers d'autres applications comme Signal, Instagram, et beaucoup parmi nous n'ont rien compris jusqu'à présent ce qui se passe réellement. Et nous voulons des éclaircissements concernant sur ce point-là. Et je pense que M. Cissé nous en parlé. Voilà, l'a déjà fait. Et merci beaucoup pour cet éclaircissement. Merci, merci beaucoup, Khadim. Alors, pour finir, un tour de table, je le dis comme si on était là réellement, physiquement ensemble. C'est presque le cas. J'aimerais, avant ce tour de table, redonner la parole à Mohamed Diop et à Boubacar Silla. Merci, Ousmane. Donc, moi, je vais essayer de répondre à la question de M. Ndiaye, cher Ndiaye. À défaut d'alternatives africaines sérieuses, quelles sont les garanties africaines? Bon, moi, j'en vois aucune, franchement. On a une loi, la loi 2008-12, qui garantit la protection de nos données. On a aussi la CDP, mais dès lors que l'utilisateur signe les CGU, les conditions générales d'utilisation de WhatsApp, et qu'il n'y a aucune loi qui garantit la protection de ces données, donc c'est problématique. Je pense que ces données n'appartiennent plus à la personne, parce qu'il n'y a aucune loi au Sénégal qui garantit ça et qui est au-dessus de ça. Et du moment que, bon, peut-être que l'expert, M. Ousmane Gueye, le juriste, pourra nous éclaircir, mais l'utilisateur coche une case dans les CGU en autorisant WhatsApp d'utiliser ces données à des fins de publicité et autres. Et l'échéance est juste repoussée, parce que c'était prévu pour le 8 février, la mise à jour. Mais elle est repoussée au 15 mai. Donc, voilà, la question reste ouverte. Et ça me renvoie à notre entretien de l'an passé avec Ousmane. On parlait des enjeux géostratégiques. Bon, c'est une question politique et de volonté, en fait. Il suffit juste qu'on se mette sur la table et que nos politiques le décident pour le faire. Faire une loi comme RGPD pour protéger les données des Africains. Et j'aimerais aussi apporter une petite précision parce que je vois les gens se poser la question, que faut-il choisir entre Signal et WhatsApp? Mountaga l'a précisé tout à l'heure, Signal est open source. Donc, le code est visible pour les développeurs. Ils peuvent voir s'il y a des failles dedans et autres. Et également, une chose très importante à souligner, un des fondateurs de WhatsApp, Brian Acton, est investisseur de Signal. Il a injecté $50 millions dans Signal.
Donc, il y a des enjeux qui sont un peu liés à l'argent dans ces histoires-là. Et quand il est parti de WhatsApp, il a fait un tweet pour dire aux gens que c'est le moment de quitter Facebook, en fait. Parce qu'il savait déjà que Mark Zuckerberg avait un plan stratégique pour pouvoir utiliser les données qui proviennent de WhatsApp pour pouvoir optimiser la publicité, pour mieux cibler la publicité à travers Facebook. Donc, je pense que tout ça, c'était déjà connu. Donc, voilà. C'est un peu mélangé. Il y a plein d'histoires dedans. Voilà. Je vais juste rajouter un petit point avant de te rendre la parole, Ousmane, ce que vient de dire Mohamed Lamine. Le cofondateur de WhatsApp, quand il a claqué la porte de Facebook, il est parti chez Signal et il a mis 50 millions de dollars. Et ce qui a fait ces derniers temps des millions de personnes à migrer ces Signal, c'est parce que Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX, a dit use Signal, allez utiliser Signal. Et lui, il a un problème personnel avec Mark Zuckerberg. Il y a quelques années, il a créé le célèbre hashtag delete Facebook, supprimé Facebook, il a supprimé les pages Facebook de toutes ces sociétés. Et donc, son problème personnel, il a rendu un enjeu géopolitique, géostratégique, et les gens, parfois, ils suivent un peu le mouvement sans prendre du recul pour bien comprendre. Et c'est un problème entre deux milliardaires que nous, Africains, nous subissons, je pense, indirectement. Il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Je rajoute. Je voudrais dire une dernière chose. Qui est, à mon avis, important. C'est la responsabilité de nos États, parce que nous leur avons délégué des pouvoirs de protection. Nous leur avons dit, vous êtes garant de notre sécurité physique et de notre sécurité aussi online, hein, en quelque sorte. Donc, c'est leur responsabilité de prendre les mesures qu'il faut pour protéger aussi nos données numériques. Voilà. Ça, pour moi, c'est un enjeu stratégique à très long terme. Donc, il faut maintenant commencer à réfléchir sur des solutions juridiques, parce que c'est facile à régler. Hein? C'est facile à régler. Il suffit juste qu'on prenne les bons acteurs, des associations de consommateurs par-ci, des juristes, des spécialistes de la technologie. La technique, elle est là, elle existe. Et puis, voilà. Il suffit juste de le régler sur le plan juridique et à une grande échelle. Peut-être le Sénégal seul ne pourra pas le faire, mais à une échelle un peu plus large, disons la CEDEAO, et le problème est réglé. Merci beaucoup. Ça rappelle d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec la présidente de la CDP, Awa Ndiaye, à qui je demandais, mais à quand un RGPD à l'africaine? Pour finir, deux panélistes que j'ai moins entendus ces dernières minutes. Boubacar Sylla d'abord, après Ousmane Gueye. Oui, moi en fait, je pense que Muntaga et Mohamed Lamine ont parlé sur un aspect très important. Moi, je pense qu'en fait, pour Marc, bon, j'utilise Marc parce que son nom est un peu long, quoi. Pour Marc, en fait, WhatsApp, c'est une machine à sous, en fait. Oui. Un réseau qui est utilisé par 2 milliards de personnes. Si, par exemple, tu utilises les données, en fait, de ces 2 milliards de personnes, mais en fait, c'est des centaines de milliards, en fait, en termes de publicité. Oh, cher B, on a des temps bloqués. Allez, poursuivez, j'ai bloqué ça tout à l'heure. Excusez-moi, allez-y. Donc, comme je dis, en fait, les entrepreneurs pourront confirmer ça, en fait. On ne peut pas laisser comme ça. C'est pas parce que c'est le financier qui parle, mais on ne peut pas laisser des sous comme ça, en fait, dans l'air comme ça. Deuxième chose, peut-être Ousmane va m'édifier là-dessus. Moi, je pense qu'en fait, nous utilisons WhatsApp gratuitement. Auparavant, c'était $1 l'année. Actuellement, en fait, tu viens sur Play Store ou App Store, tu installes WhatsApp, tu l'utilises. Tu ne payes rien du tout. Donc, pour moi, en fait, quelqu'un qui ne paye pas, en fait, est-ce qu'il a le droit de s'opposer sur quoi que ce soit? Ça devient un peu, en fait, une question
je sais pas, de l'égoïsme, en fait. Par exemple, une marque nous dit, voilà, vous utilisez mon application, je ne le vends pas, vous ne payez rien du tout, mais vous me permettez au moins, sur les contacts, vos contacts, sur vos données que j'ai, de ramasser des sous quelque part. Donc, personnellement, moi, en fait, je n'ai pas refusé ça, hein, parce que déjà, comme je pense que c'est mon Lamine ou Montaga qui l'a dit tout à l'heure, déjà, en fait, nos données, ils l'ont, parce que ça appartient, WhatsApp appartient à Facebook. On a tout sur Facebook, là où on habite, là où on vient, on est marié, on est célibataire, là où on a étudié, parfois nos numéros. Donc voilà. Merci. Voilà, c'est ça la réalité d'une manière globale. Merci Boubacar. Ça rappelle un peu un propos du professeur Abdoulaye Cissé que nous avions également reçu et qui disait que ces plateformes occidentales connaissent mieux les Sénégalais que l'État du Sénégal lui-même parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas de carte d'identité et pourtant qui sont tous présents sur Facebook. Ousmane Gueye, pour finir, Boubacar Sylla parlait d'égoïsme. Ça doit vous rappeler notre émission de l'autre jour. Lorsque je vous disais, est-ce que ce n'est pas trop facile quand même que nous veuillons utiliser toutes ces plateformes sans rien donner en retour? Ben, effectivement, je vois qu'il y a parallèlement beaucoup de questions juridiques qui ont été posées. Donc, je vais y revenir pour répondre très rapidement à votre question. Effectivement, il ne faut pas qu'on perde de vue que dans le domaine du numérique, il n'y a pas de gratuité à l'absolu. Donc, généralement, il y a 3 modèles qui sont utilisés par l'intermédiaire de ces applications et tout ce que l'on utilise, que ce soit en logiciel ou autre. Soit on vous vend directement la chose, vous payez un abonnement ou autre. C'est généralement ce que l'on a sur des plateformes telles que YouTube. YouTube, aujourd'hui, vous avez un compte, une version qui est ouverte à tout le monde que l'on peut utiliser. Mais en contrepartie, vous allez subir ce qu'on appelle des publicités qu'on va vous donner à chaque fois. Et si vous ne voulez pas avoir ces publicités, YouTube va vous dire abonnez donc à un compte premium. Et pour ce compte premium, vous allez devoir payer des abonnements mensuels ou annuels. Donc, c'est le premier modèle qu'on a. Soit la chose, on vous le donne gratuitement, mais sachez que vous êtes le produit. C'est-à-dire qu'on va vous utiliser, vous, en tant que vous allez être le maillon qui va subir en gros, vous allez être la valeur marchande du créateur qui va vous vendre à des annonceurs et on va vous proposer de la publicité. Et troisièmement, soit la chose elle-même existe mais est financée par d'autres personnes. C'est le modèle qu'on a aujourd'hui avec Signal qui est financé par des utilisateurs. C'est le modèle qu'on a aussi avec Wikipédia qui est financé aussi par des donateurs. Alors, ce qui se passe avec Signal, évidemment, c'est une association à but non lucratif. Donc, on a dit qu'il y a un fondateur, un ex-fondateur donc de WhatsApp, qui en 2018 leur a donné 50 millions de dollars. Et en contrepartie, bon, je n'ai pas envie de dire en contrepartie, mais par contre, sachez que cette même personne a un siège au niveau du conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il fait partie des personnes qui décident aujourd'hui de la stratégie que va adopter Signal. Et je l'avais évoqué la fois dernière. Aujourd'hui, évidemment, Signal est totalement gratuit. Ils disent qu'ils migrent, ils sont entre guillemets dans le domaine de la minimisation des données, c'est-à-dire qu'ils n'exploitent pas les données et qu'ils utilisent que le minimum. Mais ça, on nous le promet aujourd'hui parce que tout simplement, il y a des donateurs généreux qui permettent de faire financer, de faire fonctionner donc cette plateforme. Mais attendez-vous le jour où qu'on n'aura plus ça, qu'ils puissent aussi basculer sur le modèle que va proposer aujourd'hui WhatsApp, c'est-à-dire essayer de monétiser les données ou de proposer de la publicité. Alors, je vais rebondir sur l'aspect juridique parce que tout simplement, vous l'avez si bien compris, tout ça aurait pu être réglé par le domaine juridique. L'Europe l'a si bien compris. C'est pourquoi, à un moment donné, WhatsApp a indiqué tout le monde le subira, c'est-à-dire ces changements de conditions d'utilisation va impacter tous les utilisateurs, excepté ceux qui sont au niveau de l'Europe. Et parce que tout simplement, parce que nous, au niveau de l'Europe, on a cette garantie juridique, cette protection à travers ce règlement qui est le RGPD. Alors concrètement, que propose ce règlement? Rapidement, oui. J'allais dire, c'est une protection qui va faire que le numérique soit
au service donc, du consommateur, de l'utilisateur, et pas l'inverse. Qu'on ne puisse pas exploiter nos données sans pour autant nous aviser, sans pour autant nous éviter, qu'on puisse avoir une totale transparence par rapport à ce qui se fait sur nos données. Donc, qu'on puisse avoir un certain contrôle sur nos données. C'est ce que propose donc le RGPD. Donc, j'ai envie de dire que ce même modèle, si nous, les Africains, qu'on l'avait si bien compris, qu'on le reproduise pas à l'identique comme on a l'habitude de le faire du copier-coller, mais on propose aussi une législation qui est aussi similaire que le RGPD, c'est-à-dire nous met au cœur de ces préoccupations et puisse permettre à nous, utilisateurs, à nous, citoyens que nous sommes, qu'on puisse bénéficier d'une certaine protection, qu'on ne puisse pas nous exploiter, qu'on ne puisse pas exploiter nos données sans contrepartie et sans notre consentement. Ça, si on pouvait l'avoir, et je pense qu'on n'aurait pas à subir tout ce qu'on a aujourd'hui à subir à travers ces différentes plateformes qui nous imposent en gros. Merci beaucoup Ousmane Gueye, spécialiste RGPD, Règlement général de protection des données européens. Mohamed Lamine Diop qui est basé en Suisse, Ousmane Gueye est basé à Paris. Mohamed Lamine est parti comme Ousmane Gueye de Dakar, spécialiste de cloud computing. Le diplomate de ce panel, Boubacar Silla, qui travaille au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, qui est finance officer à l'Union africaine, et puis quelqu'un qu'on ne présentera pas, Mountaga Cissé, expert nouveaux médias, enseignant au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, l'école de journalisme à Dakar, où j'ai fait sa rencontre. Merci à lui. Merci pour sa générosité. Tout le temps, il partage avec nous, soit personnellement en privé, soit à travers nos médias respectifs au Sénégal, soit à travers ces panels. Et pour nous, c'est très, très important parce que, évidemment, parler de plateformes numériques, c'est également parler de générosité quelque part. On a parlé de Wikipédia, de Signal et d'autres, même si, évidemment, ne nous trompons pas, par rapport à ces plateformes et non pas par rapport à Mountaga, la gratuité n'existe pas, c'est qu'il le comprend très bien. Merci infiniment à tout le monde. Désolé encore une fois d'avoir eu quelques soucis de connectivité. Ce n'est pas une justification, mais j'espère que ça va être une bonne raison. Je ne suis pas à la maison, loin de ma fibre donc, optique. J'ai dû me débattre un peu entre guillemets dans la rue. Bon, pas dans la rue, mais disons à côté quelque part où j'étais reçu par un ami que nous avons déjà reçu dans ce panel. Merci infiniment et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. Là, nous sommes le 27 janvier, sans calcul. Forcément, on sera au mois de février, Inch'Allah, 2021. Nous allons vous revenir avec un autre sujet et je l'espère, nous ne serons pas très éloignés, encore une fois, des télécoms. Merci infiniment à tout le monde. Excellent après-midi. Ce panel fera l'objet d'un partage de replay donc sur YouTube et LinkedIn. Merci encore à tout le monde. Merci aux spectateurs. Merci à ceux qui nous suivent sur Facebook notamment. À très bientôt, disons à mercredi prochain. Excellente soirée, à très bientôt.